Dans la dernière vidéo, je parcourais la Turquie. Des milliers de kilomètres à travers ce pays qui m'a bouleversé. Entre la folie d'Istanbul, les paysages magnifiques de l'Anatolie et les décors presque martiens de la Cappadoce. Une traversée très mouvementée, entre des galères et des rencontres humaines incroyables. C'est donc le cœur rempli d'émotions que je rejoins un nouveau pays, la Géorgie. Écoutez, mis à part le temps pas ouf, je trouve que la Géorgie elle a quand même son charme, hein. Les arbres là, je sais pas ce que c'est comme espèce, mais c'est trop beau. La frontière passée, je m'écape sur Batumi. Et si vous avez bien suivi le dernier épisode, vous savez que je dois me rendre à Tbilissi, la capitale, pour rejoindre ma copine. Là-bas, on loue un pick-up pour visiter la Géorgie. Mais avec le retard accumulé dû à la livraison tardive de mon passeport, ça m'oblige à prendre le bus jusqu'à Tbilissi, puisque ma copine arrive demain. Donc cet épisode, je le vois comme un hors-série. Dites-vous que c'est comme un petit vlog. Dinguerie, la circulation. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai failli mourir. Et en attendant le bus, je vous laisse découvrir les bizarreries que j'ai pu observer le soir même. Est-ce que vous voyez les tentes à mettre sur les toits des voitures pour faire des road trips? J'ai trouvé une technique encore moins chère. Il suffit d'empiler 2 voitures. Comme ça, tu peux conduire la première et tu peux dormir dans la deuxième. Et c'est quoi ça encore? Genre, tu peux laver ta voiture et faire la révision en même temps. C'est super dangereux. Les mecs qui passent par au-dessus pour aller là-dedans, ça me fume de rire. C'est quoi ce pays? Allez, je vais me doucher, moi, allez, c'est bon. Allez, j'embarque dans le bolide et 400 km plus loin, me voilà dans la capitale. On est dans le Meydan Bazar de Tbilissi. Une fois de plus, on commence la visite par un bazar. Mais au moins ça me permet de découvrir la culture géorgienne, parce que dedans on y retrouve de tout. Des vêtements, des accessoires, des armes et de la nourriture. De la bonne sauce, des épices, du fromage. C'est des produits bien terroirs géorgiens. Puis on enchaîne sur une visite décousue et courte de cette petite capitale. La ville était assez mignonne, mais j'avoue qu'on y fait vite le tour. Bien sûr, on en a profité pour tester la gastronomie locale. Des raviolis géorgiens incroyables. Puis on récupère notre 4x4 flambant neuf, direction l'un des monuments les plus impressionnants de ce pays. Les chroniques de Géorgie. Ah, ça a l'air immense. Ce monument gigantesque est composé de grandes colonnes sculptées qui racontent l'histoire du pays, entre des scènes religieuses et des figures importantes historiques. Oh, 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 oh. C'est immense. Certaines atteignent plus de 30 mètres de haut, ce qui donne une impression de puissance assez incroyable. Taille. C'est énorme. On dirait une structure tout droit sortie d'un roman de fantasy, c'est vraiment unique au monde. Je n'ai pas pu résister à tester mon nouveau drone, encore merci DJI, ce qui vous permet de mieux visualiser la taille immense du bâtiment. Et cette vue sur le lac magnifique. D'ailleurs, vous pouvez vous y baigner. On reprend la route direction une cathédrale dont je ne prononcerai pas le nom. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Géorgie, comme son voisin arménien, fait partie des tout premiers États à adopter officiellement le christianisme. Donc on y retrouve des églises très anciennes. Bon, j'avoue être un peu resté sur ma faim avec cette église, il n'y avait pas vraiment de choses extraordinaires et la plupart des peintures étaient effacées. Je vous conseille surtout d'aller faire un tour dans la petite ville qui est très charmante et où vous pourrez faire pas mal d'emplettes, gare aux acheteurs compulsifs. Fini la ville, on part s'aventurer dans la campagne géorgienne et on y découvre ces usagers de la route très particuliers et têtus.
En chemin, on tombe sur ce guerrier prêt à sonner l'alerte au moindre mouvement ennemi dans la vallée. Puis on arrive sur le spot qui me hypait le plus, le mémorial de Didgori. Un décor tout droit sorti d'un jeu vidéo fantasy, érigé en haut d'un mont, avec plus d'une centaine d'épées plantées dans le sol, le tout au milieu d'une vallée verdoyante. Vous ajoutez un coucher de soleil aux petits oignons et vous avez le combo parfait. On a tellement aimé le lieu qu'on a décidé d'y rester pour la nuit. Pourquoi il y avait moins lui? La vie parisienne, les embouteillages, oh là là. On s'enfonce de plus en plus vers le centre du pays, avec pour prochaine destination une ancienne cité troglodyte. Elle a été fondée il y a plus de 3000 ans. On y retrouve des habitations, des temples, des tunnels et même un théâtre. Le tout a été creusé à même la roche, sculptant la montagne pour donner naissance à une ville entière. Et c'est justement cette pierre qui a permis de figer le lieu dans le temps, traversant les siècles jusqu'à aujourd'hui. À quelques kilomètres de là se trouve Gori, la ville natale de Staline. Petit selfie avec un dictateur. Je vous passe le musée à son éloge. De toute manière, tout était écrit en russe. Ça fait un quart d'heure qu'on fait des routes comme ça. Horrible, des trous de partout. De la boue et tout. Ben heureusement qu'on a pris un 4x4 hein. On doit passer des rivières. Et après de nombreux périples, nous arrivons enfin chez notre hôte. Ah, c'est du bon vin. Où on a le droit à un dîner rempli de spécialités géorgiennes. Après la campagne géorgienne, on s'attaque aux vestiges de l'ex-URSS. Petit aparté, ce que vous voyez à l'écran, ce sont des tuyaux de gaz domestiques mais aériens. Je trouvais ça assez surprenant et je voulais vous le partager. Revenons à nos cochons. Prochain arrêt, la ville de Chatura, ancienne ville minière. On est en urbex là. Des anciennes cabines. Je pense industrielles hein. On en a aussi de l'autre côté d'ailleurs. Et là, on a toute la machinerie, enfin, le poste de commande. Là, on a toute la machinerie juste en dessous de la cabine de commande. Donc avec un big moteur, là-bas tout le réseau électrique. Le petit plat géorgien, la table d'anniversaire avec un poster New York, des posters de chevaux. Et de l'autre côté, on a un truc safari, un drapeau géorgien. Le lieu est trop chelou. Dans des vieilles cabines. Le ventre bien rempli, on embarque dans les cabines pour prendre un peu de hauteur sur la ville. En haut, on est tombé sur quelques vestiges, mais pour être honnête avec vous, mis à part ces vaches et ce cadre, il n'y avait rien à voir. Alors on repousse une fois de plus les limites de notre 4x4. Petite pensée pour la caution. C'est qu'on a un tank. Voilà le spot énorme, incroyable, magnifique. Hein. On voit tout. Ce n'était pas la journée la plus folle. Toujours en quête de vestiges de l'ex-URSS, le lendemain on est bien décidé à prendre notre revanche en se rendant dans la ville de Skaltobo, remplie de sanatoriums abandonnés. Donc forcément, ça part en urbex. Pour ce premier bâtiment, on est plus sur un spa ou un espace thermal avec sa forme très particulière. On aurait dit une soucoupe volante posée au milieu de la forêt.
Puis on part à l'assaut de notre premier sanatorium. Et comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un petit bâtiment. On est accueilli par une vieille dame qui se présente comme la propriétaire des lieux et nous demande 10 Larry pour visiter. J'ai des gros doutes sur la véracité de ses propos, mais disons que c'est le prix de la tranquillité. La fameuse bibliothèque. On est vide, bien sûr. Je vous donne quelques informations sur le lieu. En France, un sanatorium, c'est là où on traitait les malades atteints de la tuberculose. Vraiment pas cool. Mais ici, les sanatoriums soviétiques, ça n'a rien à voir. C'était en réalité des résidences de vacances, entre hôtels, spas et centres de repos. En gros, c'est leur club med à eux. Rien que dans la ville de Skaltubo, on en comptait entre 20 et 25, avec jusqu'à 125 000 visiteurs par an qui venaient y séjourner. Même Joseph Staline y possédait sa propre résidence secondaire. Bah, elle nous a dit qu'il y avait 3 étages, non? À l'intérieur, on y retrouve des espaces de spa, des piscines, des pièces de vie et de nombreuses chambres. Ah, une salle de gym. Au fil des années, ils ont été abandonnés puis squattés. Aujourd'hui, la végétation a peu à peu repris ses droits sur les lieux. Et là, on a tous les bâtiments abandonnés. On en a un ici, un plus haut, un plus là. Encore un là-bas. Et parmi tous ceux-là, il y a la maison de campagne de Staline. Avec des cahiers de maths. Il y a des paquets de clopes à l'ancienne. 5 divisé par 1, 5. 5 fois 2, 10. Et ça doit être un truc d'enfant, il y a même plein de petits trucs Cars. Oh là, le lieu est fou, hein. On a un arbre juste là. C'est incroyable. Là, on est dans les souterrains. Ça fait un peu flipper quand même. Je passe devant? On est sur un ancien laboratoire là. Après plus d'une heure et demie de visite, on passe au deuxième sanatorium. D'ailleurs, des gens préparaient une cérémonie de mariage à l'étage principal. Et en vrai, je comprends, le lieu était super cool.
C'était une chambre de luxe, ça. On continue sur notre belle lancée en allant explorer une grotte qui se trouve à quelques kilomètres de là, la grotte Prometheus. Dieu soleil. Découverte dans les années 80, cette grotte gigantesque s'étend sur plus de 11 km, même si seulement une petite partie est accessible au public. Ah, il y a des marches. Certaines salles sont si grandes qu'elles ressemblent à des cathédrales souterraines. Regarde la taille du lieu, quoi. Le parcours dure environ 1 heure et dans différentes salles on a aussi des jeux de lumière. Par contre on nous avait pas donné l'info, mais c'est pas une visite libre, on est obligé de suivre un guide. On nous a même réprimandé à la fin alors qu'on n'avait eu aucune explication. C'est gigantesque. T'es mal à taille. Du mur. Des explications. On est sur des sources d'eau chaude naturelles. Pour cette fin de journée, on décide d'aller se faire un petit kiff en allant se détendre dans des sources chaudes naturelles. Et l'eau remonte par là. Par contre, niveau odeur, on est sur de l'œuf pourri, hein, c'est du soufre. On a l'eau froide. Et là, l'eau chaude. Alors là, ça se double. C'est... Quel pays? C'est des Russes en plus. Ah oui. Eh bah lui il passe comme ça. Ça, c'est juste à côté de la voiture. Allez, encore un. Pour notre dernier jour, on part explorer un canyon. Premièrement, depuis cette passerelle qui nous offre un magnifique point de vue sur ce gouffre. Et ensuite en longeant la rivière qui parcourt les gorges. Et en repartant, on s'est même fait un petit pote. Cadeau mon pote. Ah, il a senti là, ça y est. Le plastique. Hein. On finit notre périple avec le boss final. Puis on retourne dans la capitale, Tbilissi. J'ai quelque chose à vous avouer. Je suis loin de vous avoir tout dit. Comme vous le savez, j'essaie toujours d'être le plus transparent possible. Je vous dis aussi bien les bons côtés que les mauvais. Et à ce moment de la vidéo, vous pourrez peut-être vous dire qu'on a passé un super séjour en Géorgie. Mais je vais vous surprendre, ça a été la plus mauvaise expérience de cette aventure franchine à vélo. Je vais vous expliquer pourquoi, mais sachez avant ça que c'est mon opinion. Ça n'engage que moi, ce n'est pas une généralité. Chaque expérience est différente, d'ailleurs je vous invite à faire la vôtre. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit sur internet, j'étais peut-être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc premièrement, si je devais résumer la Géorgie, je dirais que c'est un pays aléatoire. Il se passe des choses imprédictibles mais constamment. Voici quelques exemples que j'ai notés. On commence soft avec tout ce que j'ai pu voir sur les routes, mais vraiment sur les routes. Alors on a eu des vaches, des cochons, des oies, des chiens errants, des chèvres, des moutons, mais aussi, et plus surprenant, des humains en caleçon, des gens ivres,
Des personnes qui traversent l'autoroute à pied et d'autres qui font de l'autostop sur des voies d'insertion. En vrai, ce que je viens de dire, c'est pas dérangeant, c'est juste pour vous donner un aperçu. Non, ce qui nous a vraiment dérangé, c'est le contact qu'on a eu avec la population. De prime abord, les Géorgiens ont l'air un peu froids, mais ça c'est culturel, c'est à nous de nous adapter. Ne soyez pas surpris de ne pas recevoir un bonjour ou avoir l'impression que la personne vous donne des ordres quand elle vous parle. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est sur les agressions qu'on a subies. Déjà, quand je suis arrivé à Tbilissi, je me suis pris une droite par un chauffeur de taxi pendant que ses potes me tenaient. Sympa l'ambiance. Plus tard, suite à une altercation routière, un homme qui se trouvait devant nous en voiture a passé la moitié de son corps par la fenêtre pour nous faire tout type de signes, vous imaginez bien quoi, et nous mettre des gros coups de frein pour qu'on s'arrête. J'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si on aurait vraiment dû se stopper. Enfin, on a eu aussi notre part de malchance entre les arnaques au logement et les autres qui étaient dans un piteux état entre de la crasse et des insectes. En fait, c'est toutes ces petites choses qui, mis bout à bout au fil de la journée, nous épuisent. Je vais m'arrêter là, le but c'est pas de descendre le pays, même si en vrai je pourrais en faire une vidéo anecdote. On a eu aussi de très belles rencontres, on a vu de très beaux paysages, des beaux monuments, mais malheureusement pour nous ce n'était pas la majeure partie du temps. Et si on revenait un petit peu à ce voyage à vélo, qu'est-ce que c'est la suite? Pour ça, je dois vous faire un bref récap de géopolitique. J'ai 4 choix qui s'offrent à moi. Choix numéro 1, la Russie, qui se trouve au nord, qui comme vous le savez est en guerre. Je pourrais obtenir un visa transit de 3 jours, mais il faudrait quand même attendre 2 semaines pour l'obtenir, et quand bien même, une fois sur place, je vais devoir prendre un bus, puisque parcourir plus de 500 km en 3 jours, pour moi c'est impossible. Je suis un voyageur à vélo, pas un cycliste. Choix numéro 2, passer par le sud, l'Iran. Le pays étant instable, je vais passer outre cette proposition, même si le pays a l'air incroyable, et j'ai eu que des bons retours sur la population. Ça sera pour une prochaine fois. Choix numéro 3, et c'était mon préféré, celui que je souhaitais faire, passer par l'Azerbaïdjan pour pouvoir prendre un bateau de Bakou à Aktaou au Kazakhstan. Ça me permettait de traverser la mer pour atteindre l'Asie centrale et continuer mon périple en vélo. Malheureusement, l'Azerbaïdjan interdit toute entrée de son territoire par les frontières terrestres. En gros, faut prendre un avion pour y rentrer. Donc choix numéro 4, quitte à prendre l'avion, autant que ce soit pour aller directement au Kazakhstan. Prendre un avion de Tbilissi à Aktaou pour pouvoir poursuivre mon périple en vélo à travers l'Asie centrale. C'est un peu dommage de couper le voyage comme ça, mais je suis vraiment à court d'options et j'ai pas envie de risquer ma sécurité. Sachant que derrière, j'ai quand même des personnes à qui j'ai promis de ne pas me mettre en danger. Donc je démonte le vélo, j'empacte tout dans un carton. Le grand démontage. Ça y est, je suis prêt à partir. Enfin presque. J'ai même droit à un petit goûter offert par les proprios. Ils sont trop sympas. On n'est clairement pas sur les mêmes paquets. Hein. Lui, on dirait qu'il a été fait par un enfant. Mais bon, ça fait le taf. Puis direction l'aéroport pour le prochain pays, le Kazakhstan. Cet épisode est en tout point différent du reste de mon aventure. Mais je vous rassure, la suite des épisodes sont la meilleure partie de ce voyage. On attaque des régions très peu explorées et documentées. Alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater de la suite.